everyone, c'est moi et Duchesse pour la vidéo du Mr D. Généralement qui aura lieu tous les jeudis parce que la fois où j'ai essayé mercredi ça n'a pas bien fonctionné, donc je me suis dit pourquoi me presser vu qu'apparemment le jeudi c'est un jour qui fonctionne mieux que le mercredi. Elle m'en veut parce que je devais lui donner ses croquettes. Petit disclaimer avant de commencer, en vérité cette vidéo je l'ai enregistrée au même moment que j'ai enregistré ma vidéo de dimanche. Parce que comme je l'ai expliqué dans ma vidéo de dimanche, c'est compliqué pour moi en ce moment et j'ai beaucoup de trucs qui me tombent sur le coin de la tête et qui sont compliqués à gérer. Et j'ai juste changé de t-shirt pour faire genre. Mais la tête est la même, l'histoire et la personne est la même. Donc, vous l'avez vu via ma miniature une fois encore réalisée par Ezra, qui a un talent fou. Et plus je les vois, ces miniatures, et plus je les adore. Je vous mets toutes les informations à son sujet dans la barre de description de ma vidéo. N'hésitez pas à la contacter parce qu'elle a un talent fou. Et pas que pour des miniatures, pour tout un tas. Si vous voulez lancer, si vous avez des projets, allez jeter un coup d'œil à ce qu'elle fait, c'est fabuleux. Bref, donc aujourd'hui, vous l'avez vu via la miniature, c'est la petite sirène. Alors, on sait que dans la mythologie grecque, les sirènes sont décrites comme des créatures mi-femmes, mi-oiseaux, vivant sur des îles rocheuses. Elles étaient célèbres pour leur chant envoûtant qui attirait les marins vers leur mort. La légende la plus connue associée aux sirènes est celle d'Ulysse ou Odysseus, le héros de l'Odyssée d'Homère. Au Moyen-Âge, l'image des sirènes a commencé à évoluer. Elles sont progressivement devenues des créatures marines, mi-femmes, mi-poissons, en grande partie à cause d'une confusion linguistique et culturelle entre les sirènes grecques et d'autres créatures mythologiques marines, comme les Néréides, nymphes de la mer, et les tritons. Les premières représentations des sirènes en tant que créatures marines apparaissent dans les bestiaires médiévaux où elles sont souvent associées à des thèmes de tentation et de péché. Dans l'imaginaire collectif, les sirènes ont toujours été des créatures énigmatiques, oscillant entre fascination et danger. Mi-femme, mi-poisson, elles symbolisent souvent la dualité de la nature humaine, tiraillée entre instinct et raison, terre et mer. Leur chant envoûtant, capable de séduire les marins et de les entraîner vers une mort certaine, en font des figures ambivalentes, à la fois attirantes et redoutées. Dans cette symbolique profonde, les sirènes incarnent les mystères insondables de l'océan et les dangers des désirs inassouvis. Elles ne sont pas simplement des êtres fantastiques, mais des archétypes de la transgression et du danger cachés sous des apparences séduisantes. Il est donc, vous l'avez compris, pour le moins étrange une fois encore, que Disney et autres anciens conteurs aient choisi de transformer une figure aussi sinistre de base en une héroïne pour enfants. Mais ce choix, vous allez le voir, est encore beaucoup plus troublant lorsque l'on considère que la version Disney de la Petite Sirène s'inspire en fait du conte de Hans Christian Andersen, une histoire bien plus sombre que ce que l'on pourrait attendre pour un jeune public. Pourquoi Disney et avant lui, ceux qui ont été identifiés comme étant des conteurs écrivant des contes de fées pour les enfants, comment ont-ils pu choisir ce conte sombre et cette créature ambivalente pour en faire un produit de divertissement pour enfants? Certains pourraient y voir une simple adaptation pour le grand public, mais vous allez voir que si l'on gratte la surface, le choix pourrait révéler une intention beaucoup plus sinistre. Alors accrochez-vous, l'histoire est dingue et c'est maintenant. On y va. La Petite Sirène de Hans Christian Andersen a été écrite en 1837. Loin, au large, l'océan est bleu comme les pétales de la plus belle bleuette, et clair comme le verre le plus pur. Mais il est également très profond. Il plonge plus bas que toute corde d'encre, et de nombreuses flèches d'église devraient être empilées les unes sur les autres pour atteindre du fond à la surface de la mer. C'est là-bas que vivent les gens de la mer. C'est ainsi que commence l'histoire de la Petite Sirène d'Andersen. J'ai toujours su que la version de Disney de la Petite Sirène était très différente de l'original parce que comme je l'ai expliqué dans mes vidéos précédentes, ma mère m'avait très jeune mis au conte Grimm. J'avais entendu dire que l'original était triste, déchirante, horrible. Une fois encore, une histoire tordue, issue des âges sombres, inadaptée dans son obscurité,
pour les enfants d'aujourd'hui, mais que nenni, certains ont décidé qu'il en serait autrement. Comme nous l'avons vu depuis quelques vidéos maintenant, à l'époque, les contes de fées n'avaient pas les fins heureuses auxquelles nous sommes habitués aujourd'hui. Au contraire, on l'a vu, il y a des morts, il y a des oiseaux qui arrachent les yeux, il y a des marionnettes qui deviennent des garçons tueurs de criquets parlants. Et voilà, chaque fois, c'est chelou. La petite sirène, vous allez le voir, n'est absolument pas différente dans ces thèmes sombres. Membres coupés, tentative de meurtre, douleur atroce à vie, tout cela fait clairement partie des éléments centraux de l'intrigue. Ariel, qui n'est pas son nom, parce que dans le livre elle n'a pas de nom, la sirène n'a que 15 ans, mais elle peut vivre 300 ans, mais elle n'a pas d'âme. Et ça, c'est problématique. Dès le début, on nous présente la petite princesse sirène, la plus jeune de 5 sœurs. La petite sirène, qui, je vous le dis, je le répète, n'a pas de nom dans la version originale, a toujours été fascinée par le monde au-dessus de l'eau. Elle est décrite comme la plus jolie de ses sœurs et possède la plus belle voix chantante de tout le royaume du fond des mers. Un jour, alors que la jeune fille de 15 ans parle avec sa grand-mère, celle-ci mentionne en passant que les sirènes vivent bien plus longtemps que les humains, jusqu'à 300 ans. Cependant, les sirènes n'ont pas d'âme comme les humains. Ainsi, lorsqu'une sirène meurt, elle se dissout simplement en écume de mer. Alors, écume de mer, vous avez les images, je trouve que c'est une image et une métaphore assez frappante à évoquer pour une adolescente, mais peut-être que c'est moi qui, à force de plonger dans ces sordides contes de fées, vois le mal partout. Après cette conversation avec sa grand-mère, la petite sirène décide qu'elle doit tout faire pour vivre sur Terre et être avec son prince. Je vous passe l'histoire du naufrage, du sauvetage du prince, parce que ça c'est sensiblement la même chose. Il y a quelques détails près, mais qui sont pas vraiment importants. Il y a plus lourd à quoi se consacrer. Donc ça, je vous le passe, mais bon. Et justement, après cette conversation avec sa grand-mère, après le sauvetage de ce prince dont elle tombe folle amoureuse, la petite sirène décide qu'elle doit tout faire pour vivre sur Terre et être avec lui. Et quand on dit tout, c'est vraiment tout. Vous allez le voir. Alors, l'adolescente, elle quitte un bal dans son château, parce qu'elle, après avoir sauvé le prince, elle fait genre, elle reprend sa vie normale. Pendant ce bal, elle se rend à l'antre véritablement terrifiant de la sorcière des mers. Tout d'abord, la sirène doit passer à travers une forêt de polypes mi-animaux, mi-plantes, ressemblant à des serpents avec des centaines de têtes. Elle se faufile rapidement à travers ses tentacules, faisant attention à ne pas se faire attraper, et voir les corps d'autres jeunes sirènes qui avaient été étranglées par eux bien avant elle. Quand elle arrive enfin à la maison de la sorcière des mers, faite des os des victimes de naufrage, la sorcière a un crapaud qui mange dans sa bouche, tandis que ses serpents de mer de compagnie tournent autour d'elle. Donc autant vous dire que Flotsam et Gestam du film Disney sont assez proches de la version originale. Encore dire des éléments hyper glauques pour un conte pour enfants. Mais bon, poursuivons. Lorsque la petite sirène entre enfin dans la maison de la sorcière des mers, celle-ci sait déjà ce qu'elle veut. Elle est prête à lui donner une passion pour transformer ses nageoires en jambes, mais il y a un prix à payer, sa voix. Cependant, dans la version d'Andersen, ce n'est pas un joli collier de coquillages lumineux qui prend la voix de la sirène. Non, la sorcière des mers lui coupe la langue et on a droit à tous les détails. Lorsque la sirène s'inquiète de savoir comment elle pourra conquérir le cœur du prince sans pouvoir parler ou chanter, la sorcière l'enflamme en lui disant que sa beauté suffira à conquérir son cœur. La sorcière, vous l'avez compris, est une vendeuse très efficace qui fait pression sur la sirène en lui disant que si elle ne prend pas la potion ce soir même, elle devra attendre une année entière avant de pouvoir le faire à nouveau. La sorcière dit également à la jeune sirène qu'elle ne pourra plus jamais retourner dans la mer et qu'elle sera jamais liée à la terre. La sirène accepte malgré tout avec beaucoup moins d'égards qu'elle n'aurait dû le faire. La sorcière prépare donc sa potion qui comprend un peu de son propre sang noir, puis coupe la langue de la sirène et la jette dans la marmite. Le changement de sirène à humaine n'est pas une partie de plaisir non plus et on a droit encore une fois à tous les détails. La sorcière avertit la petite sirène que lorsqu'elle boira la potion, votre queue se divisera et se réduira jusqu'à devenir ce que les gens sur Terre appellent une paire de jambes bien galbées. Mais cela fera mal, cela fera très mal. Vous aurez l'impression qu'une épée aiguisée vous transperce de part en part.
Là, on peut se dire, c'est important, il y a un message caché dans le sens où toute transformation passe par une période de difficulté. On peut voir ça parce que, mais dans le sens où elle va avoir mal quand elle va se transformer, mais une fois qu'elle va avoir ses jambes, bon, après ça, elle va aller bien, tu vois. C'était juste la transition qui était compliquée. Eh bien, non, non, non. Pour le reste de sa vie, chaque pas que la sirène fera lui donnera l'impression qu'elle marche sur des lames de couteau si aiguisées que le sang devra couler. Mais bon, en même temps, elle lui dit, ok, t'auras mal, mais tes jambes, ce sera les plus belles jambes. Genre, elle lui dit, dans le conte, t'auras les jambes de danseuse les plus gracieuses du pays. Donc, ça va compenser la douleur brûlante et chronique. Mais qui le croit? Elle avait l'air bien idiote, cette sirène. Après, donc, avoir traversé l'atroce processus de croissance des jambes, la sirène se réveille. Et qui se tient au-dessus d'elle quand elle se réveille après avoir subi une douleur, mais je vous explique même pas les descriptions? Le prince, bien sûr. Et le prince est-il aussi charmant que ce que nous l'avons espéré? Ah ben, vous allez voir que pas tout à fait, quoi. Dans le genre... dans le genre histoire, conte de fées, je suis même hallucinée qu'on puisse appeler ça conte de fées. Donc le prince est immédiatement séduit par la beauté de la sirène et après il va être aussi charmé parce que par contre elle a de réelles compétences exceptionnelles en danse. Sachant la douleur que ça doit lui faire, ne serait-ce que de marcher, imaginez lorsqu'elle danse pour lui. Mais lui il veut qu'elle danse tout le temps, toi. Et il est tellement séduit par ses talents de danseuse, tellement séduit par sa beauté irréelle qu'il ordonne à ses employés, écoutez ça, qu'un coussin en velours soit placé devant la porte de sa chambre pour que la jeune femme puisse dormir au pied de sa porte. Ouais, vous avez bien compris, c'est-à-dire que la petite sirène, hein, elle dort comme un chien alors qu'elle a fait tout ça. Bon, il n'est pas censé le savoir. Mais toi, tu sais ce qu'elle a traversé. Eh bien, en plus, elle va dormir comme un chien au pied de la porte du prince. On vous dit que c'est un conte de fées, mesdames. Le prince lui répète à de nombreuses reprises qu'il aime comme un petit enfant. Ça, j'ai trouvé bizarre. Alors, il y en a qui trouvent que c'est une façon de dire que c'est une figure filiale. Là, je t'aime comme mon enfant ou comme mon frère, comme ma soeur. Moi, je trouve que c'est complètement... Je t'aime comme un petit enfant. Ouais, j'ai trouvé ça hyper chelou. Mais bon, bref. Et des fois, il lui dit même qu'elle est très belle, mais qu'elle est très belle parce qu'elle lui rappelle vaguement la plus belle fille qu'il ait jamais vue, celle qui lui a sauvé la vie sur la plage après le naufrage de son navire. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, quand la petite sirène elle l'abandonne, parce que dans le dessin animé c'est pareil que dans le conte de fées, parce qu'il y a les chiens qui arrivent et qu'elle ne veut pas être vue, forcément parce qu'elle a une queue de poisson et qu'elle risque d'être pourchassée, c'est une autre nada qui arrive, qui se balade sur la plage complètement par hasard, hein, une nana random. Et quand elle arrive, elle s'approche du prince et en fait quand il ouvre les yeux, il la voit. Et elle est pas moche. Et lui dans sa tête, il va croire que c'est elle qui l'a sauvé du naufrage. Bref. Donc, seul truc qu'il lui dit, moi je t'aime bien mais parce que tu me rappelles cette fille qui m'a sauvé. Sachant que c'est elle qui l'a sauvé, qu'elle a les jambes qui saignent à chaque fois qu'elle marche et que sa vie est un enfer. Parce qu'en plus, elle dort sur un coussin de velours devant sa porte. Bon. Et pendant un bon moment de l'histoire, tu vois, il est triste, il dit qu'il ne pourra jamais être avec la femme qu'il aime, cette beauté, car elle appartiendrait à un temple sacré éloigné, qui le sait, que c'est pour ça qu'elle a disparu, nanana. Bref, ainsi, malgré le souhait de ses parents qu'il épouse une princesse, le prince dit en gros à la sirène que au pire du pire, s'il n'arrive pas à retrouver sa bien-aimée, elle sera, elle, la seconde meilleure option. Et le dialogue est dingue, je vous en lis un passage, il déclare « Je dois rendre visite à la belle princesse là-bas sur une île que je ne connais pas car c'est le souhait de mes parents. Mais... il ne souhaiterait pas que je ramène chez moi comme ma femme contre ma propre volonté, et je ne pourrai jamais l'aimer. Il y a peu de chances qu'elle ressemble à la charmante demoiselle du temple. Toi, tu lui ressembles un peu, tu vois, mais elle ne lui ressemblera pas. Et si je devais choisir une épouse, du coup, je choisirais plutôt toi, ma chère enfant. » Je vous le dis, il appelle toujours cher enfant. Alors peut-être que c'était comme ça qu'il parlait à l'époque, tout le monde s'appelait cher enfant. Aujourd'hui, nous, on dit frère, et à l'époque, il disait « oh, enfant », je sais pas. Non, je vous jure. Bon, encore, elle a 15 ans de poisson. S'il faut 15 ans de poisson, c'est 12 ans d'être humain, on n'en sait rien du tout. Donc, il lui dit vraiment, par dépit, parce que tu ressembles vaguement à la nana qui m'a sauvée, je pourrais t'épouser, mais par dépit. Et mes parents, ils pourraient comprendre, parce que de base, ils sont pas très pour. Donc, elle est là en train de souffrir. N'oubliez pas, elle souffre à chaque minute, à chaque seconde. Et elle écoute en plus, mais imaginez, elle écoute ce discours-là,
Moi, je l'aurais tarté, le prince. Passons à la scène où le prince va rencontrer cette princesse d'un royaume lointain. Et voilà pas le twist de malade, mais dont vous vous doutez, oh surprise, la nana, la princesse qui va voir, eh ben c'est pas la même nana qui l'a sauvée de la plage, qui a été élevée donc dans un fameux temple éloigné. Et ben ouais, c'est twist de fou, quoi. C'est bien, il s'avère que la princesse est la jeune fille bien-aimée de la plage. Et forcément, le prince est ravi. Et il partage cette joie avec la sirène. Et en mode, oh, mon rêve le plus cher, celui que je n'ai jamais osé espérer, est enfin devenu réalité. Tu partageras ma grande joie, car tu m'aimes plus que quiconque. Je ne serai pas obligée de te marier par dépit, puisque j'ai fini par voir le véritable amour de ma vie. Imagine la sirène en souffrance dans ses petites ballerines. Et là, c'est l'enfer, parce que malgré tout le sacrifice qu'elle a fait, elle doit regarder l'amour de sa vie, épouser une autre, sachant pertinemment qu'en plus, vu qu'il aura épousé l'autre, son cœur se brisera le lendemain au lever du soleil et qu'elle se transformera en écume de mer, puisque telle est la prédiction de la sorcière. Parce que je ne sais pas si je vous l'ai dit plus tôt, dans le doute, je me répète, elle a un temps, elle a une deadline, hein, c'est-à-dire, ok, tu souffres, ok, tu bois la potion, mais tu as 3 jours. Donc, elle est venue là, elle a souffert, elle a pleuré, elle a dormi par terre, elle a mal, elle va devoir, son petit cœur, il va devoir être mis à rude épreuve à regarder le mariage de celui qu'elle aime. Et en plus, elle sait qu'à la suite de ça, elle va mourir. Il n'est pas beau ce conte. Mais il y a un autre twist, il y a un autre twist de fou. Parce qu'à la dernière heure de sa vie, la sirène aperçoit sortir de l'eau ses sœurs à côté du navire sur lequel elle se trouve. Seulement voilà, les longs cheveux légendaires de ses sœurs ne flottent plus au vent. Pâles et tristes, elles se sont rasées la tête en sacrifice à la sorcière de la mer avec qui elles ont fait un marché en échange de leurs cheveux luxuriants. La sorcière leur a donné un couteau. Si la petite sirène poignarde le prince au cœur et laisse ses pieds se baigner dans son sang chaud, ses jambes se transformeront en nageoires, elle pourra retourner à la mer et elle pourra vivre le reste de ses 300 ans. Je trouve que pour des contes pour enfants, il y a souvent un rapport au sang qui est quand même bizarre. Quand c'est pas on mange les cœurs des enfants, quand c'est pas, il y a, tu vois, là, il faut qu'elle baigne ses pieds, il faut qu'elle tue le mec qu'elle aime, bref, sordide. Et là, bien évidemment, en plus, il y a l'urgence parce qu'elle est à quelques minutes, quelques heures qu'avant que le soleil ne se lève et qu'il en soit trop tard pour elle. Donc, les sœurs de la sirène lui proposent une issue. Mais voilà, l'acte est horrible. Il faut qu'elle tue l'homme qu'elle aime. Il faut qu'elle choisisse entre sa vie et son amour. À ce moment précis, la sirène doit faire face à la réalité de son choix. Elle avait cru que l'amour du prince serait suffisant pour la sauver. Mais maintenant, elle se rend compte que ce n'est pas le cas. Elle doit choisir entre son désir de vivre et son désir d'être avec l'homme qu'elle aime. Alors qu'il lui a rien donné, hein, à part souffrance, rejet, paroles blessantes, etc. Elle a eu droit à que chi. La tension dramatique est à son comble et la décision de la sirène sera déterminante pour son avenir. Dans le chapitre qui suit, nous rejoignons la petite sirène dans la chambre du prince, tenant un couteau, tandis qu'elle regarde les nouveaux époux dormir paisiblement ensemble. Donc là, on est très très loin de Disney. Il n'y a plus rien à voir avec un conte de fées. Une nana livide avec un couteau qui se dit que le gars va payer parce qu'il est temps maintenant qu'elle soit soulagée. C'est quand même très loin d'un univers pour enfants. Mais alors que la sirène plane au-dessus de son bien-aimé, il prononce alors le nom de celle qu'il a pris pour femme dans son sommeil. La sirène réalise alors qu'elle ne peut pas le tuer et jette le couteau dans la mer. Moi, c'est le seul aspect qui m'a fait penser que c'était un conte de fées. Parce que moi, elle a réalisé à l'entendre murmurer le nom de la femme qu'il aime en vrai, qu'elle ne peut pas le tuer, alors que moi, ça aurait été le déclencheur d'un carnage. J'aime le gars, j'ai fait tout ça pour lui. Non seulement il m'a dit des horreurs, mais en plus, même quand il dort, crise de nerfs. Mental breakdown. Je crois que je fais dini, psychose. Pardon, je suis désolée. N'oubliez pas, j'ai des circonstances atténuantes. En ce moment, c'est pas la joie. Et encore une fois, je vous disais, on a des rapports bizarres avec le sang. Encore une fois, quand elle jette le couteau dans la mer sans avoir tué le prince, là où il tombe, les vagues deviennent rouges. Et dans la traduction, dans le livre, on peut y lire comme si des bulles de sang bouillonnaient dans l'eau. Maintenant que le soleil se lève, la petite sirène a accepté son destin et saute dans la mer. Lorsqu'elle atteint l'eau, elle se dissout en écume de mer. Oui, elle meurt, la petite sirène, dans le conte original. Le conte de fées, excusez-moi. Quelle fin, mais
je vais dire décevante pour pas dire autre chose, pour une histoire. Parce que, bon, de base, c'est ça la fin de l'histoire originale. En tout cas, c'était la fin du conte qui s'intitulait La petite Ondine, paru en 1837. Mais forcément, on lui a demandé, comme dans le cas de Peter Pan et de Pinocchio, rappelez-vous, de faire une fin plus digeste. Et alors, dans la fin qui a été réécrite, on peut lire « La petite sirène ouvre les yeux et réalise qu'elle vole dans le ciel, écoutant les plus belles voix chantantes qu'elle ait jamais entendues. Mieux encore, elle se rend compte qu'elle peut enfin chanter avec elle. Sa voix est donc revenue. Il s'avère, et on découvre, que ce sont les filles de l'air. Elles vivent essentiellement dans les vents et ont 300 ans pour prouver qu'elles sont dignes de gagner une âme. Puisque la sirène a aimé si intensément et n'a pas tué son amour, elle a été jugée suffisamment digne pour avoir la chance de devenir une fille de l'air. » Et dans les derniers paragraphe, les filles de l'air ajoutent également qu'elles peuvent réduire leur temps d'attente d'1 année en volant dans les chambres d'enfants au grand cœur. Mais par contre, si tu te trompes et que tu voles dans la chambre auprès d'un enfant malicieux, comprenez un enfant mal élevé, elles doivent pleurer. Et si elles pleurent, un jour est ajouté à leurs 300 ans pour chaque larme versée. Et c'est la fin. Donc, en gros, elle est maudite, quoi. Parce que va savoir quel enfant est malicieux et quel enfant n'est pas malicieux. J'ai envie de dire que la plupart sont malicieux, ou en tout cas, vous savez, on est à un âge où on peut faire des bêtises sans même se rendre compte que c'est des bêtises. Ça veut dire qu'elle va pleurer souvent. Ça veut dire qu'avant qu'elle ait son âme, va falloir qu'elle le vole dans l'air. Bref. Vous l'avez compris, c'est toujours le même schéma. Et aussi, à la manière dont on retrouve un peu la vie de J.M. Barrie dans le personnage de Peter Pan, Anne Christian Andersen se confie à travers l'histoire de la petite sirène. Parce qu'il faut savoir que dans les années 20, Jonas Collins, homme politique danois et mécène des arts influent, prend Hans Christian Andersen et ses origines modestes sous son aile. Celui-ci débarque à Copenhague pour la toute première fois avec une réputation qui reste à construire. Colin joue de ses relations pour lui obtenir une bourse d'études du roi Frédéric VI afin d'intégrer le collège de Slagelse. C'est ainsi qu'Andersen devient un membre à part entière de la famille Collins, Jonas étant comme un père pour lui. Mais pourtant, il s'amourache d'Édouard Collin, le fils. Mais ce dernier n'éprouve pas les mêmes sentiments à son égard. Et pourtant, Hans Christian Andersen, il lui a écrit des lettres qui ont été trouvées après sa mort, où c'était à base « Je me languis de toi comme d'une fille de Calabre ». Ça, d'ailleurs, j'ai pas compris ce qu'elles ont de spécifique, les filles de Calabre. Je sais. Il dit « Mes sentiments pour toi sont ceux d'une femme, mais la féminité de ma nature et notre amour doivent demeurer secrets. » Bref, vous l'avez compris, encore une fois, une relation alambiquée. Et d'ailleurs, quand on a demandé à Edward Collins de s'exprimer sur les lettres trouvées de Hans Christian Andersen, il a dit « C'est simple, je me suis trouvé dans l'impossibilité de répondre à cet amour, et cela l'a beaucoup fait souffrir. » Moi, ce que ça m'inspire, c'est qu'encore une fois, ne trouvez-vous pas juste curieux que tant d'auteurs de contes de fées, de J.M. Barrie à Hans Christian Andersen aient traversé des vies marquées par la douleur, la solitude et les traumatismes? Comment expliquer que ces créateurs, souvent en marge, aient été capables de façonner des récits aussi sombres et ambigus sous le masque de l'innocence enfantine? Et si ces épreuves personnelles étaient moins des coïncidences tragiques que des événements orchestrés pour nourrir des récits codés destinés à véhiculer des messages cachés? Pourquoi tant d'histoires prétendument pour enfants semblent-elles baignées dans des thèmes d'abandon, de manipulation et de contrôle psychologique? J'en suis venue à me demander si la souffrance de ces auteurs n'aurait pas servi un dessin beaucoup plus obscur. Donc vous l'avez compris, je persiste et je signe dans ce que j'essaie de vous démontrer depuis le début de notre série Il était une fois des Mystères dits, et donc je trouve que le choix de réécrire une histoire tragique en une fable joyeuse pourrait bien être une manière subtile d'accoutumer les esprits jeunes à des thèmes plus sombres, camouflés sous une couche de musique entraînante et de couleurs vives. Disney, en transmutant la sirène en une figure de compassion et de rêve, aurait-il en réalité cherché à reprogrammer notre perception collective, transformant une créature autrefois perçue comme dangereuse en un symbole d'innocence et de curiosité enfantine? Une telle subversion de la symbolique ne peut qu'éveiller des soupçons. Que cherche-t-on vraiment à nous faire accepter en douce sous le prétexte de l'entertainment, du divertissement? Cette réécriture de l'histoire des sirènes pourrait bien être plus
qu'une simple adaptation. C'est un outil de manipulation culturelle préparant les jeunes esprits à une acceptation inconsciente des transgressions sous couvert de magie et de féerie. Voilà, en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est fini pour moi. J'espère que cette histoire vous aura autant intéressé que les autres. J'aime beaucoup nos rendez-vous du Mystère dit, même si je vois que ça suscite moins d'engouement que ce que j'aurais espéré. Comme quoi s'attaquer à des fondements aussi ancrés dans le conditionnement, c'est très problématique. Mais au moins, ceux qui sont au rendez-vous le sont systématiquement. Et pour ça, je vous dis merci. N'oubliez pas, pour que justement ça aide à ce que ce soit éventuellement suggéré à plus de personnes que ça pourrait intéresser, on like, on commente, on partage. Les petits nouveaux, abonnez-vous. N'oubliez pas de me rejoindre aussi sur mon Instagram. Et je pense que tout est dit. En attendant de vous retrouver dimanche, je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez l'œil ouvert et surtout les amis, stay safe.